sommes maintenant de retour après cette petite pause de 5 minutes qui a fait grandement du bien. Hein? Ça fait du bien des fois de juste prendre un petit 5 minutes, une petite pause comme ça. Pour le prochain segment, on est vraiment content d'accueillir Monsieur François Simard d'Omni Robotique qui vient nous parler de fabrication autonome. Puis moi, ça a piqué ma curiosité quand François m'a contacté pour nous proposer cet atelier-là. Je me suis dit, oui, pourquoi pas? Bonjour François, ça va bien? Salut Carl, ça va? Ah ouais, Donc, Carl, excellent. Donc, tu t'es mis beau et coquet aujourd'hui, François. écoute, j'ai troqué mes pantoufles. Je suis allé au bureau pour avoir un arrière-plan qui était intéressant. Ça m'a permis de voir des gens physiques, réellement. Mais évidemment, comme bien des gens, on travaille majoritairement à distance. Non, effectivement, pandémie oblige, on se doit de respecter les normes sanitaires, puis je suis convaincu que vous faites tout votre meilleur possible, en fait, pour travailler à distance. Mais le côté positif de ça, justement, François, c'est qu'on travaille en technologie, ça nous permet de, justement, travailler à distance, travailler avec le numérique, hein, travailler avec nos équipes. Ça nous a forcé à mieux nous organiser aussi, hein, parce qu'on l'a vécu, nous aussi, au regroupement, hein, du jour au lendemain, on s'est tous ramassés chez nous à travailler à distance, donc meilleure organisation, tout ça. François, aujourd'hui, là, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce que tu viens nous parler, qu'est-ce que ça mange en hiver, la fabrication autonome. Écoute, c'est une évolution naturelle là, de l'utilisation de la robotique en milieu manufacturier. Donc, clairement, on était très structuré avant avec des robots qui faisaient à l'aveugle le même mouvement. Les robots collaboratifs ont commencé à faire un peu évoluer la robotique au niveau manufacturier. Donc là, on laissait tomber le côté dangereux de la robotique. Le côté autonome, c'est vraiment un robot qui est capable de percevoir son environnement et de prendre des décisions par lui-même en temps réel en situation manufacturière. Donc, c'est une avancée technologique qui permet l'utilisation de la robotique ailleurs que dans des gens qui fabriquent des biens de consommation de masse. Donc, on pense à le secteur aérospatial, l'industrie du meuble, l'industrie des camions lourds. Donc, dans le fond, il y a 73% des manufacturiers de produits qui ne font pas de grandes séries. C'est des gens qui ont beaucoup de diversité de pièces. Donc, il y a beaucoup de multinationales là-dedans. Ce ne sont pas que des petits joueurs, mais il y a beaucoup de variétés de pièces. Et pour ça, il faut que la robotique, pour être pertinente pour ces marchés-là, il faut que la robotique évolue et soit capable d'être agile. Donc, de réagir à des changements de production qui peuvent se produire d'une pièce à l'autre, à la limite. Dans le fond, c'est un peu, François, comme si on essayait de faire un mix entre la robotique conventionnelle et l'être humain qui est capable de se revirer sur un scène, comme on dit, être agile, pas pris nécessairement dans un programme tout préfabriqué d'avance. Donc, je pense que François, tu nous as préparé une belle présentation. Puis je vais demander justement, on a notre Manon, nous, mais c'est pas Manon, c'est Martin. En fait, on est un peu comme à tout le monde en parle. On dit à Martin, Martin pèse sur le piton, puis Martin nous enchaîne ça savamment. Puis là, François, je vais te laisser nous présenter un peu plus en détail pour ceux qui aimeraient un peu mieux comprendre en fait qu'est-ce que Omni Robotique fait justement. Merci, Carl. Donc, je faisais un petit rappel historique. Clairement, l'automatisation est le fruit de plusieurs révolutions industrielles. La dernière révolution industrielle, c'est l'arrivée des systèmes cyberphysiques. Donc, c'est des systèmes qui sont capables de réfléchir dans le monde virtuel, mais à partir de données physiques. Donc, il y a un aller-retour d'informations. La première chose, c'est d'aller récolter de l'information sur son environnement physique, donc la perception 3D. Il réfléchit dans l'espace virtuel via de l'intelligence artificielle, puis enfin, il agit dans le monde physique, notamment avec des robots industriels. Donc, c'est vraiment la boucle cyber-physique, les Cyber Physical Systems en anglais. C'est la capacité de récolter de l'information en temps réel du monde qui t'entoure, réfléchir, prendre une décision puis l'exécuter. Les voitures autonomes en sont un bel exemple. Les véhicules autonomes en milieu manufacturier aussi. Les robots autonomes, ben, c'est des robots qui sont capables de faire des procédés à valeur ajoutée comme peindre, souder et bavurer, mais de façon autonome. Si je poursuis, la vision artificielle, c'est pas nouveau. Donc là, les gens vont se poser la question, OK, vision artificielle, perception 3D, c'est quoi la différence? La vision artificielle a toujours sa place.
plusieurs senseurs pour faire de l'inspection. Donc, il y a du scanning 2D, de la triangulation laser, de la thermographie ou de la numérisation 3D. Donc, on ne dit pas que c'est pas utile, ça a tout à fait sa place et ça va continuer de l'avoir. Seulement, il n'y a aucune de ces technologies-là qui est propre à avoir une compréhension du monde en 3 dimensions, là, mais au complet. Donc, pas seulement d'un point de vue, mais vraiment comprendre une forme de pièce, par exemple, en temps réel. Donc, la numérisation 3D, si je prends cet exemple-là, ben, ça peut prendre plusieurs minutes à un opérateur à bouger le scanner autour de la pièce et à récolter bien de l'information. Évidemment, la forme 3D résultante est très précise, puis on peut faire de la métrologie avec cette technique-là. Mais clairement, dans une situation de production où est-ce que à chaque 2 secondes et demie, tu as une nouvelle pièce qui arrive sur la ligne de production, ben tu peux pas numériser 3D l'ensemble de ta production. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a un manque au niveau de la perception 3D. Puis si on veut avoir une intelligence artificielle qui réagisse en temps réel dans un mode de fabrication en usine, ben faut aller ailleurs que vers ces technologies existantes-là. Donc, si on regarde qu'est-ce que le monde a fait, en 2012, il y a un papier fantastique qui est sorti sur le Sensor Fusion. Ça a été développé par des gens qui travaillaient pour Microsoft à ce moment-là. Et le Sensor Fusion, c'est une technique relativement simple où est-ce que, puis on le voit dans l'exemple animé ici, on accumule de l'information 3D sur l'environnement en temps réel. Donc, on a un ou plusieurs capteurs. Dans ce cas-ci, c'est un capteur, un LiDAR, sur le toit d'une voiture et la voiture se déplace dans son environnement. Et au fur et à mesure qu'on se déplace, bon, on accumule d'informations 3D. Puis si on fait le tour d'un bloc, par exemple, on va avoir une cartographie résultante en 3 dimensions des arbres, les voitures qui étaient stationnées, bon, évidemment, les piétons s'il y en avait. Et on est capable de construire une modélisation de l'environnement physique dans le domaine virtuel pendant que l'action se déroule. Donc, qu'est-ce que ça donne en usine si on adopte la même stratégie? Ben, en usine, généralement, si on a un convoyeur, on va faire l'inverse, c'est-à-dire la pièce se déplace dans l'environnement, les capteurs vont être fixes, mais on va avoir plusieurs capteurs, donc 4, 6, 12 capteurs qui vont accumuler de l'information pendant que les pièces se déplacent, c'est-à-dire, et passent devant les capteurs. Et l'accumulation, donc la fusion de cette information 3D-là, donc on parle de milliers d'images en 3 dimensions qui sont fusionnées ensemble pour recréer un maillage qu'on pourra voir peut-être dans une vidéo qui représente, dans le fond, la forme de la pièce. Donc, on a le vidéo ici. On a fait une démonstration là, pour les fins de cette présentation-ci. Donc, on voit différentes pièces métalliques et on les voit passer en translation devant des capteurs. Puis là, on voit que les pièces sont suspendues. Là, on connaît pas, dans le fond, on connaît le volume dans lequel les pièces vont se déplacer, mais on ne connaît pas dans quelle orientation, puis on ne connaît pas la forme de la pièce. Là, on voit les images en temps réel des 6 capteurs. Donc, certains capteurs ne voient pas toute la pièce. Des fois, il y en a qu'on voit le haut, le côté, l'avant, l'arrière. Et il y a une accumulation d'informations pendant le déplacement. Et on voit, une fois qu'on a fait le processus de fusion de l'information, bien là, on le voit le maillage. On voit qu'on a une représentation, somme toute, assez fidèle. On n'est pas dans le millième de pouce, là, on s'entend, là, on est dans le plus ou moins 4 mm. Donc, c'est pas très précis, mais c'est bien suffisant pour, par exemple, être capable de peindre ces pièces-là sans avoir besoin d'avoir les cadres des pièces. Une fois qu'on a l'information. En fait, François, si je peux me permettre, pour les besoins de la compréhension, c'est un peu comme on disait tantôt, recréer un peu ce qu'un humain, avec ses yeux, serait capable de repérer la profondeur de chaque pièce qui est incongrue. En fait, c'est surtout avec, comme on dit, le fameux high mix low volume, mais de plusieurs pièces incongrues, comme dans ce cas-ci, c'est des différents cadres à peindre. Mais ça fait vraiment la même réaction en réalité. Donc, les capteurs agissent comme les yeux, l'omni robot est comme le cerveau envoie la commande au bras robotisé. Vous pouvez travailler avec n'importe quel type d'équipement à partir de ce moment-là. Vous pouvez envoyer une commande carrément. Ça donne la flexibilité. C'est ce qui rend la robotique plus autonome. Est-ce que je me trompe, François? Écoute, tu as totalement raison. À vrai dire, le parallèle avec le corps humain et le cerveau humain en particulier est vraiment frappant parce que tu vois, dans l'OmniBrain, donc sur nos cerveaux, il y a des CPU qui sont des généralistes. Donc, c'est comme la partie cognitive, la partie frontale du cerveau chez l'humain. Mais au niveau de l'analyse visuelle, biologiquement, on a une partie du cerveau, le cortex visuel qui est à l'arrière du cerveau. C'est lui qui est spécialisé dans le traitement d'images puis la recréation d'un modèle du monde physique qui nous entoure. Dans notre cerveau, on a des cartes graphiques qui jouent le même rôle.
Donc, il y a des GPU, des CPU, puis on a vraiment découvert que si on voulait reproduire une capacité qui ressemble à ce que l'humain a, ben, ça prenait du matériel dédié pour la vision, qui est différent du matériel pour décider, par exemple, par où est-ce que je commence si je veux peinturer la pièce. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les parallèles qu'il y a dans l'AI puis dans la biologie en termes de spécialisation pour résoudre certains, le même type de problème, en fait. Puis j'imagine, si on continue le parallèle avec, j'imagine que quand vous installez un système au départ, François, c'est un peu comme un enfant, il se doit d'apprendre, d'apprendre et d'apprendre. Mais j'imagine qu'au fil du temps, il y a des modèles qui s'établissent dans l'OmniBrain qui sont alimentés par différents types de situations, comme on pourrait dire, où c'est comme un humain va essayer de faire du essai-erreur au départ, hein, il essaie de faire du vélo, trouve son équilibre. Est-ce que c'est le cas également au niveau au fil du temps qu'on installe un système comme l'OmniBrain? Je te dirais que très peu de nos clients sont intéressés à s'ouvrir une garderie avec des enfants qui apprennent à marcher. Donc, c'est clair qu'au niveau commercial, notre offre de service, l'OmniBrain a déjà des connaissances et connaît déjà un métier lorsqu'on l'installe, puis on peut aller personnaliser son comportement. Clairement, il faut arriver avec, si on veut, une compétence minimale. Donc, on parlerait plus de quelqu'un qui a suivi une formation pour devenir peintre, par exemple, ou pour devenir soudeur. Mais somme toute, quand tu commences à travailler pour un employeur, les visées commerciales de cet employeur-là peuvent t'amener à agir différemment sur la production. Par exemple, si dans le domaine de la peinture, je peins pour du mobilier de bureau, ben je vais tenter de minimiser le consommable puis de mettre juste l'épaisseur minimum requise pour avoir un beau fini de surface. Si je travaille pour des gens qui font de l'équipement de déneigement, par exemple, puis que je veux combattre la corrosion, ben là, les consignes, ça va être maison tant que tu n'auras pas de pliure d'orange ou tant que tu ne feras pas de coulisses, parce qu'on veut que le plus grand nombre de saisons de déneigement passe avant que l'équipement se mette à rouiller. Donc, on veut en mettre le plus épais. Donc, il y a des paradigmes commerciaux, des consignes de haut niveau qui changent d'un manufacturier à l'autre. Et là, il a fallu concevoir un AI qui avait un entraînement de base, donc il y avait des compétences de base, mais avec des consignes. En intelligence artificielle, on appelle ça des policies, là, donc des politiques de travail, si on veut, qui soient facilement configurables, en fait, selon ce que son employeur s'attend de lui. Donc ça, c'est pour la partie intelligence artificielle. Au niveau de la perception 3D, il y a quand même un élément important qu'on n'a pas mentionné. On ne dit pas la vision 3D, on dit la perception 3D parce qu'une fois que tu as vu le monde en 3 dimensions, tu n'as pas fini. Il faut que tu le comprennes. Donc, si on parle d'une chaise, il y a un processus qu'on appelle la segmentation, donc des portions de forme, par exemple, un casier, ben, il faut que je comprenne que c'est une boîte à 5 côtés, qu'il y a une cavité, qu'il y a l'extérieur, parce que souvent, les consignes de travail font s'articuler autour de ce qu'on appelle une représentation sémantique des géométries. Donc, je vois qu'il y a des plans, je vois qu'il y a des jonctions de plans qui font des segments, des sommets, et la consigne peut être, ben, à l'intérieur des cavités, mais le moins de peinture possible, à l'extérieur des cavités, donc la partie apparente de la pièce, une fois que le consommateur va l'acheter, ben là, il faut que tu mettes plus de peinture. Donc, il faut que l'intelligence artificielle soit capable d'avoir une perception et de comprendre c'est quoi une cavité, où est-ce qu'il y en a, donc d'être capable de les découvrir par elle-même et d'appliquer les consignes de travail, donc les politiques de travail, conformément à la géométrie telle qu'il l'a analysée. Donc, ça, c'est la dernière portion. Donc, génération ou captation de données 3D, fusion en un maillage pour avoir un modèle tridimensionnel de la pièce de tous les côtés, puis enfin être capable de avoir une organisation spatiale des plans, des faces coniques, cylindriques et compagnie pour articuler ensuite là, les consignes de travail. Donc, je te dirais que c'est vraiment la moitié de l'intelligence artificielle, de la robotique autonome, c'est percevoir et comprendre son environnement. L'autre moitié, tu en parlais tout à l'heure, c'est d'être capable d'articuler les consignes de travail. Donc, à partir de la forme de l'objet, puis du savoir-faire du métier qu'on nous a appris, comment est-ce que je commence à réaliser le travail sur cette pièce-là en particulier en respectant les consignes de mon employeur. Écoute, si vous avez besoin d'une autre conférence sur le sujet, là, on pourrait évidemment en parler longuement, là, mais on avait vraiment ciblé la première portion du processus là, pour cette conférence-ci. Oui, parce qu'on s'entend, François, que c'est un processus
qui est beaucoup plus long. Il y a plusieurs variables, il y a plusieurs possibilités aussi. Les possibilités sont assez infinies. Aussitôt qu'on rentre dans l'apprentissage autonome, on s'entend que, comme on dit si bien en français, the sky is the limit. Oui, effectivement. Écoute, on commence, c'est un domaine très nouveau, puis on commence à avoir des applications. Donc, on est prudent là, dans le choix des premières applications où est-ce qu'on déploie cette technologie-là. Mais clairement, le potentiel commercial est intéressant. Puis les problèmes en usine sont aussi intéressants. Là, je pense qu'on arrive avec cette technologie-là au moment où est-ce que la main-d'œuvre qualifiée se fait rare. Nous, on se spécialise dans l'automatisation des procédés à valeur ajoutée. Donc, vraiment des métiers qui demandent une compétence, là, une formation comme peintre, une formation comme soudeur, une formation comme machiniste, puis d'inculquer ça à une intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment l'aspect là, valeur ajoutée. Beaucoup de joueurs font du pick and place, là, donc du déplacement d'objets dans l'espace. Technologiquement, on pourrait le faire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être capable d'automatiser des tâches pour lesquelles l'utilisation d'une main-d'œuvre spécialisée entraîne des risques pour la santé du travailleur, puis aussi où est-ce qu'il y a une pénurie de talent dû au fait que nos meilleurs travailleurs qui étaient les baby boomers, là, je commence à avoir des cheveux gris toi aussi, ben c'est les gens de la génération qui nous ont précédés qui sont vraiment des gens qui étaient très dédiés, des gens qui sont rigoureux, qui ont appris un métier et qui l'ont toujours fait avec cœur. Ben, ces gens-là partent à la retraite. Et c'est plus tellement sexy de devenir peintre ou de devenir soudeur ou de devenir machiniste. Malheureusement, on a poussé nos gens, nos jeunes surtout, à aller vers des métiers numériques, disons-le. Donc, ça a malheureusement comme impact d'avoir créé une pénurie de main-d'œuvre qualifiée en usine. Cette technologie-là, je pense, arrive dans le bon temps là, pour aider les entreprises à trouver une solution de rechange. Là, moi, écoute, François, il nous reste un dernier 10 minutes. Il y a quelques points. Écoute, j'ai tellement de questions qui me viennent en tête. C'est tellement passionnant de ce que tu nous racontes aujourd'hui. Puis je suis convaincu que parmi tous ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont des questions également. Donc, on le répète, pour ceux qui ont des questions, le processus, c'est vraiment de lever la main dans le Zoom, allumer votre caméra, allumer votre micro. Puis aussitôt que quelqu'un a une question, je sais que j'en pose quand même des bonnes. François, j'imagine que je dois répondre à quelques questions là, que les gens se posent en nous écoutant. J'aime toujours ça, mettre ma casquette de quelqu'un qui nous écoute, hein, évidemment. J'aime ça ramener ça au plus basique possible pour que c'est question qu'on comprenne. Puis, écoute, il y a une question qui me vient en tête, François. Puis, je suis sûr qu'il y en a qui doivent se demander combien ça coûte tout ça? Dans le sens, puis comment ça fonctionne, François? Dans le sens que vous prenez le temps de discuter avec nous. Moi, j'ai un projet. Vous prenez le temps de me demander, genre, la technologie, est-ce que ça s'adapte bien à mon type d'opération que je voudrais automatiser au niveau de la robotique? Combien ça coûte? Comment ça fonctionne? Là? Explique-moi tout ça, là, François. OK. Le modèle d'affaires qu'on a choisi, qui nous semble le plus pertinent pour nous et pour notre clientèle, c'est un modèle locatif. Donc, en réalité, on n'achète pas un brain d'Omnirobotique, on va louer le brain. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les gens aient l'opportunité, si possible, d'essayer la technologie à faible coût, déterminer dans quelle mesure est-ce que cette technologie-là leur apporte des gains, qui puissent prendre une décision d'investissement parce qu'en réalité, c'est pas notre technologie qui représente un déboursé important, c'est acheter des robots, installer ça en usine. Donc, c'est clair qu'on a articulé notre technologie pour être capable de, par exemple, faire fonctionner des robots dans des environnements où est-ce que la salle de travail a été conçue pour un humain et non pas un robot. Donc, ça peut poser des contraintes de génération de mouvement pour pas collisionner avec les parois. Donc, ça, on est capable de supporter ça. Mais c'est toujours difficile de savoir pour un client donné, ben, c'est quoi la cadence de travail maximale que le robot va être capable d'aller. Tu sais, ça dépend jusqu'à un certain point des consignes de qualité que tu donnes au robot. Tu sais, littéralement, est-ce que je peux tourner les coins ronds? Puis jusqu'à quel rayon de courbure? Donc, dans le cas d'un robot autonome, ça fait partie des consignes. Mais si tu lui demandes de faire une qualité de type aérospatial sur de la production à grand volume, possiblement que tes cadences actuelles ne seront pas soutenables. Par contre, si on filme des employés consciencieux qui font le travail actuellement, on va se rendre compte qu'ils ne font pas, eux non plus, une qualité de type aérospatial. Ils vont couper les coins ronds, puis le consommateur est quand même satisfait du produit parce que les endroits où est-ce qu'on sauve du temps de cycle, c'est pas des endroits qui amènent de la valeur telle que perçue par le consommateur final. Alors, comme ces questions-là sont vraiment difficiles à répondre, la première des choses, c'est de dire si on amène de la robotique autonome chez vous, est-ce qu'on a un projet rentable? C'est généralement par là, c'est la première vérification qu'on fait. Est-ce qu'on est devant un investissement en capital qui fait du sens chez vous? Ensuite, on tombe dans le technique.
Est-ce qu'on est capable de robotiser le procédé? Généralement, oui, parce que des robots de peinture, ça existe déjà et ça existe depuis longtemps. Des robots de soudage, même chose. Donc, généralement, la technologie, donc autant l'équipement de soudage ou l'équipement de peinture et la robotique sont utilisés sur des productions de masse depuis longtemps. Donc, on a des acquis, puis on a des certitudes à ce niveau-là. Ensuite, c'est est-ce que tu es capable d'inculquer un comportement à ton robot qui fasse l'affaire? Dans le fond, es-tu capable de donner une formation à ton robot pour que ça me tente de l'embaucher? Et ça, c'est la deuxième situation. Et c'est là qu'on est capable de construire ce qu'on appelle un jumeau virtuel de ton équipement. Donc, de construire l'équipement dans le monde virtuel avant de le faire dans le monde physique. Ça coûte pas mal moins cher. Et de tester réellement sur un environnement qu'on a pu capter numériquement dans l'usine. Donc, on s'en va dans l'usine avec nos capteurs. On enregistre une production sur une demi-heure de temps, par exemple. Puis, on va simuler le passage de cette production-là à la même vitesse que ce que tu l'as produite. Puis on va vérifier synthétiquement si avec 2 robots ou 4 robots, on est capable de garder la cadence, puis jusqu'à quel point est-ce que les robots vont faire de la qualité. Et là, ça se présente sous forme d'une simulation numérique. Mais ce qu'il faut que nos clients comprennent, c'est pas, c'est pas une simulation qui a été générée par un humain. C'est vraiment, on regarde ce que l'intelligence artificielle a trouvé comme solution cinématique pour faire ta production, puis c'est vraiment what you see is what you get. Ce que tu vois, c'est vraiment l'intelligence artificielle, puis si tu réalises l'équipement physique, les robots vont réellement se comporter de la sorte. Donc, tu comprends un Donc, petit peu pourquoi le mode. Oui, vas-y. non, mais c'est ça. En fait, François, il y a pas de risque dans le sens que une entreprise qui vous contacte, vous n'allez pas arriver là, installer n'importe quoi, puis vous croisez les doigts. Vous allez faire des hypothèses, prendre le temps de calculer. Si c'est pas un produit ou une solution que ce que vous offrez chez Omni Robotique qui est adapté pour son type de production, vous allez déjà pouvoir lui dire au préalable, avant même d'avoir installé un équipement. Donc, ce que je comprends, c'est que quand vous allez installer l'équipement, vous avez déjà tout testé avec la simulation 3D en amont. Puis le client peut même voir la cadence potentielle que ça peut lui donner, les retours sur investissement potentiel. C'est super intéressant. Puis on parle, parce que tu sais, souvent les gens s'attendent à des retours sur investissement très, très rapides ou assez juteux, en fait, on pourrait dire en termes, surtout dans le domaine de la peinture. Mais on parle à peu près en moyenne. Je sais, François, tu vas me dire, il n'y a pas un cas qui est pareil, Carl, puis tu as raison, François. Mais en moyenne, les gens peuvent s'attendre à un retour sur investissement sur combien de temps à peu près en moyenne? Écoute, généralement, les gens sont intéressés sur une période de recouvrement de 2 ans et moins sur leurs frais. Donc, ça, c'est la limite supérieure, je te dirais, pour bien des entreprises. Parfois, on va tolérer plus long que ça parce que pour des raisons stratégiques. En réalité, c'est souvent parce qu'on n'inclut pas l'ensemble des coûts. Mais tu sais, une entreprise qui a beaucoup de roulement de personnel sur son corps de travail de soir, puis qui, des fois, n'est pas capable de produire de soir parce que le peintre ne s'est pas pointé, ça arrive, ben là, c'est clair que tu as des pertes de production. Donc, c'est un peu plate à dire, mais ça aide au niveau du retour sur l'investissement parce que la situation réelle, c'est que ton chiffre d'affaires est diminué parce que tu n'as pas de main-d'œuvre. Donc, ça, dans certains cas, c'est ce qui joue. Mais je te dirais qu'on a vécu l'inverse aussi. Des clients qui ont eu un retour sur leur investissement tellement rapide qu'on n'a jamais vraiment su le nombre de mois ou de semaines à partir duquel l'équipement s'est payé. Souvent parce que le robot, la constance, on a parlé au début, ce qu'on veut, c'est un robot qui soit agile, mais on veut préserver les acquis de la robotique. Un robot, c'est une machine qui est constante dans le temps. Si elle te fait un niveau de qualité, elle va le maintenir produit après produit. Cette capacité-là à être constant dans l'exécution d'un procédé, surtout au niveau de l'aérospatial, on ne se le cachera pas, ces gens-là, ils en mangent de la constance. Si tu mets trop de peinture, c'est un rejet. Si tu n'en mets pas assez, c'est un rejet. Il faut que tu sois toujours entre le minimum et le maximum. Et on a vu des usines où est-ce que nos clients avaient 100% de rejet. Puis là, si je dis ça comme ça paraît très mal, mais en réalité, c'est qu'il y a des retouches systématiques. Je vais le dire comme ça. Là. Il n'y a pas une pièce qui, de la salle de peinture, va aller directement chez le client final sans avoir de retouche. Donc, dans mon livre à moi, c'est tu fais 100% de retravail de la pièce. Si on coupe 80% de ce retravail-là, tu peux imaginer les conséquences. C'est-à-dire que 80% de ta production, tu n'as plus une deuxième étape de retouche avec un autre séchage, puis bon, tu t'en vas directement qualifier pour les procédés d'assemblage après que ta pièce soit peinte, ben, tu sauves énormément de sous. Combien? Ben, je vais laisser le soin à nos clients de te le dévoiler s'ils le veulent, mais nous, on n'a pas eu cette information-là. Mais on se doute que c'était très bon.
Écoute, François, c'est un sujet tellement passionnant, hein? C'est excitant, le type de technologie que tu nous as montré aujourd'hui, honnêtement, ça fait rêver parce qu'on le sait qu'on parle souvent, hein, on entend parler de l'Internet, pas l'Internet du futur, l'usine du futur, en fait, on voit ça un peu avec la fabrication autonome. Puis on est très, très content que vous êtes une entreprise du Québec. On le sait, François, ça fait longtemps que tu œuvres dans le domaine de la robotique, tu as travaillé sur plusieurs types de robots dans ta vie. Puis je suis vraiment, vraiment content. Puis je te félicite pour tout le beau travail que vous faites chez Omni Robotique. Je suis convaincu que vous allez encore continuer à nous surprendre dans les années à venir. Puis je voulais juste vous rappeler aux gens qui nous écoutent en ce moment, ceux qui sont intéressés à discuter avec toi, François, tu vas être disponible dans la plateforme à partir de 16h30 jusqu'à 17h30. Donc, n'hésitez pas à aller proposer des rencontres à François. Ça va lui faire plaisir de discuter. Puis si jamais vous n'avez pas eu la chance de rencontrer François durant cette période-là, hein, parce qu'on s'entend que c'est une période de réseautage de 60 minutes, on vous permet 3 rencontres de 20 minutes. François, ça va lui faire plaisir. Vous avez toutes ces informations dans sa fiche. Donc, François Simard, Omni Robotique. Cherchez son nom dans le petit onglet là, réseautage là, dans la plateforme. Puis François, ça va lui faire plaisir là, de vous séduire une rencontre ultérieure puis discuter avec vous. Je pense que François, on va te réinviter assurément parce que comme tu m'as tendu une perche tantôt, puis c'est rare que je passe à côté d'une perche contre temps. On va regarder ensemble dans les prochaines journées justement de l'industrie à regarder quel autre côté qu'on n'a pas encore discuté au niveau de la fabrication autonome parce que je pense que c'est un sujet aussi vaste que les possibilités que la fabrication autonome va nous offrir dans les prochaines années. Puis ça va nous faire toujours plaisir de jaser avec toi, François.